Salut! Tu veux en savoir plus sur la société, la sociologie et la science politique en général? Bienvenue sur Politicus! Et bonsoir! Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais vous parler d'une association de personnes donnant leur avis même quand il n'est pas demandé. J'ai nommé le gouvernement. Donc pour ce faire, dans cet épisode, je vais donc m'appuyer sur deux ouvrages majoritairement, enfin deux ouvrages, c'est vite dit. Le premier, c'est un ouvrage de Dominique Chagnollaud de Sabouret et d'Aurélien Baudu, donc c'est La Constitution de la Ve République, paru en 2019 aux éditions Dalloz. Et le deuxième, c'est justement La Constitution de 1958. Alors, je mettrai donc du coup les références dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez tout retrouver, vous pourrez. Et puis, il faut également savoir que le livre en question dont je vais parler, c'est le mien. Voilà. Pas de... Et voilà. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir passer donc au premier petit point que je voulais aborder avec vous, du coup. Donc, dans la Constitution de 1958, c'est la Constitution donc de la Ve République du 4 octobre exactement 1958, il y a un titre 3 qui s'appelle le gouvernement. Alors, dans ce titre 3, on retrouve en gros ce que le gouvernement fait, ce qu'il est, et donc ce fameux titre-là, il est composé de 4 articles qui définissent ce qu'est le gouvernement et puis quelles sont ses compétences. Donc, il faut savoir, dans un premier temps, que le gouvernement il est composé du Premier ministre et des ministres, ainsi que leur cabinet et les secrétaires d'État. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous définir ce qu'est le Premier ministre et les ministres. Globalement, je pense que vous êtes à peu près tous au courant de ce que c'est, hein, quel est leur rôle. Voilà, et puis par contre je vais vous dire quand même les cabinets et puis les secrétaires d'État, on sait jamais. Donc les cabinets des ministres, c'est les collaborateurs que le ministre a choisi pour l'assister et travailler avec lui dans ses projets. Donc c'est juste des gens en gros qui sont issus de... Donc si on fait un peu la sociologie de ces gens-là, c'est des gens qui sont issus généralement de l'ENA ou l'anciennement ENA ou de Sciences Po Paris par exemple, ou voilà, ces grandes écoles-là qui forment à la politique en gros, à faire de la politique. Et puis, les secrétaires d'État, c'est la fonction la plus basse sur l'échelle hiérarchique dans le gouvernement. Donc, cette fameuse échelle hiérarchique, ce serait par exemple le président en premier, le Premier ministre en second, les ministres et enfin les secrétaires d'État. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus compliqué, mais résumé, c'est ça. Voilà. Donc, les secrétaires d'État, ils sont affiliés à un ministre ou au Premier ministre et ils ont un rôle très défini. Par exemple, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Laurence Boone, elle est secrétaire d'État chargée de l'Europe. Donc, on voit bien dans son intitulé de poste qu'elle a une mission très spécifique et qu'elle est affiliée vraiment à une ministre. Elle n'a pas un poste pour elle toute seule, en gros. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer à un petit point sur lequel je voulais revenir, c'est ce que fait le gouvernement. Après on parlera de ce que ça veut dire être membre du gouvernement, il n'y a pas grand chose sur ce point, mais bon on en parlera quand même, on va passer rapidement dessus. Et puis en dernier, je voulais vous parler un petit peu d'un truc qui m'a fait un peu rire, plus ou moins rire, c'est très subjectif. Mais c'est la manifestation concrète en fait du pouvoir et du gouvernement, donc la manifestation on va dire géographique, si je peux appeler ça comme ça, du gouvernement en France. Voilà. Allons-y. Commençons, sans transition. Que fait le gouvernement ? Dans l'article 20 de la Constitution, il y est écrit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et qu'il dispose de l'administration et de la force armée. Alors, on va s'arrêter 30 secondes. C'est exceptionnellement vague, d'accord ? Donc, c'est fait exprès. C'est le législateur qui a voulu que ce soit si vague, si flou et si compliqué. Enfin, compliqué, non, c'est pas extrêmement compliqué à comprendre. Mais voilà, c'est pas très concret, c'est pas très défini. Donc, on va commencer par dire que c'est le gouvernement, dans son ensemble, qui va créer une orientation idéologique dans les lois qui vont être faites par le Parlement. Donc là, c'est il détermine et il conduit la politique de la nation. En gros, dans ces articles de la Constitution, il faudrait passer à peu près 10 à 20 minutes sur les définitions de chaque mot.
Ça veut dire quoi déterminer, ça conduire dans cette situation? Bon, je pense que vous voyez à peu près, mais par exemple la politique, ça veut dire quoi? C'est une notion extrêmement philosophique, encore une fois extrêmement floue. La nation, c'est pareil, c'est extrêmement flou, c'est très philosophique. Encore une fois, hein, je me répète beaucoup, mais c'est très très philosophique, voilà. Donc, mais je vais pas revenir sur ce qu'est la nation. Parce que ça, il y a des gens bien plus qualifiés que moi qui l'ont fait. Donc, peut-être qu'on en parlera un jour, mais en tout cas, pour l'instant, la nation, c'est pas dans les bases. Voilà, c'est pas dans les bases. Donc, on va dire que le gouvernement crée une orientation idéologique, donc qui va donner des idées. En gros, quand une loi elle est prise selon un parti pris. Donc il y a une idée derrière, et puis il y a aussi un avis. C'est-à-dire que la gauche aura pas la même façon de mener ou de proposer une loi que la droite. Donc c'est un peu ça en fait. L'idéologie là-dedans, et puis du coup c'est selon la couleur politique du gouvernement, et c'est justement ça qui se joue dans les élections. Cependant, je tiens à rappeler une chose qui me paraît assez importante quand même, c'est que c'est pas une seule personne qui est responsable de ce qu'il se passe. C'est-à-dire que quand une réforme est mise en place, c'est pas une seule personne, ça ne dépend pas d'un seul visage. Ok? C'est facile de mettre un visage et de dire c'est de sa faute. Mais la réalité est tout autre. C'est-à-dire qu'il y a un principe en sciences politiques qu'on appelle la path dependence, ou le path dependence, enfin je sais pas trop, mais vous avez compris, path dependence. En français, ça veut dire la dépendance au sentier. En gros, ça veut dire que les acteurs, donc du coup, les gens qui prennent les décisions, ils vont être dépendants de ce qui s'est passé avant eux. Les institutions, les mandats précédents vont avoir un certain poids, et c'est un poids historique qui va un peu déterminer et qui va guider en fait les décisions qui vont être prises. Donc, il y a une certaine dépendance au passé. Voilà, c'est une intériorisation un peu consciente, plus ou moins consciente, de ce qui s'est déjà passé des mandats précédents. Donc il y a ce petit truc-là qui se joue. Et il y a une deuxième chose qui se joue, c'est qu'en général, quand une réforme, par exemple, est mise en place à un moment donné dans un mandat, c'est qu'elle a déjà été pensée, c'est qu'elle a déjà été réfléchie auparavant. Donc cette fameuse réforme, elle est aussi dépendante des mandats précédents, des mandats présidentiels, parce que je parle par exemple pour la réforme du collège ou la réforme du lycée, c'est des choses qui se mettent en place sur le très long terme, et donc c'est vraiment des réformes qui sont mises en place, voilà, c'est pas un mandat de 5 ans qui va déterminer la réforme. C'est pas possible, c'est trop court, 5 ans, pour ce genre de choses. Et surtout pour la mise en place que ça demande à un niveau national. C'est pas une décision que vous allez prendre dans votre lit le matin quand vous allez vous réveiller pour votre journée, en fait. Et ça a des conséquences sociales et sociétales bien plus importantes. Et d'ailleurs, autre chose, je m'égare un peu, mais rapidement, j'ouvre une parenthèse. Et d'ailleurs, les conséquences sociales et sociétales d'une décision prise à un moment donné, c'est extrêmement compliqué de les mesurer. Au moment où la décision est prise, au moment où la réforme est mise en place, les preneurs de décision, j'ai envie de les appeler comme ça, c'est pas comme ça qu'ils s'appellent, mais j'ai envie de les appeler comme ça, les preneurs de décision, à ce moment-là, ils ne savent pas. Tout simplement. C'est-à-dire que ils savent pas, juste ils savent pas ce qui va se passer. Ils savent pas quelles répercussions ça va avoir. Ils peuvent en avoir une petite idée, bien évidemment. Il y a des gens qui les aident, il y a des gens qui les conseillent là-dessus. Vous faites pas de soucis, ça marche très bien. Mais ils peuvent pas deviner. Je veux dire qu'ils sont pas devins, ils voient pas le futur, donc ils savent pas vraiment dans quel sens ça va aller et comment ça va être mis en place à un moment donné et quelles conséquences ça va avoir. Voilà. Donc il y a aussi ce petit truc là. Je ferme rapidement la parenthèse, mais il y avait ce petit truc là que je voulais dire et sur lequel je voulais revenir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le détermine et conduit la politique de la nation. Maintenant, on peut passer, je pense, à la deuxième partie qui est un petit peu plus floue encore, je dirais. Donc le gouvernement, ce fameux gouvernement, dispose de l'administration et de la force armée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, disposer, c'est avoir.
En gros, c'est un outil de gouvernement. Ouais, voilà. On peut appeler ça comme ça, vraiment. Hein. C'est un peu flou, mais c'est l'administration et l'armée. Du coup, la force armée, c'est des outils que le gouvernement a à sa disposition pour gouverner. Est-ce que c'est assez clair ? J'espère. L'administration, elle est chargée de la mise en œuvre technique des politiques publiques. Alors, là, faut que je m'explique. Hein. Ça va être un peu... C'est technique. Alors, l'administration, en fait, les hommes et les femmes politiques vont définir ce qu'on appelle des politiques publiques. Là, pareil, je reviendrai là-dessus dans un prochain épisode si ça vous intéresse, parce que c'est extrêmement long à expliquer. Là, j'ai pas le temps. Mais voilà, donc les hommes et les femmes politiques déterminent ce qu'on appelle du coup des politiques publiques. Et l'administration, elle va transformer ce discours politique en un discours technique, du coup un discours procédural en fait. Et c'est de là que viennent les normes procédurales. Oui, nos normes procédurales françaises. Alors, entre vous et moi, les normes procédurales françaises, elles ont pas réellement de sens quand on regarde les autres pays, c'est-à-dire que ça pourrait être bien plus simple. Juste, il y a des délais parce que l'administration française est extrêmement complexe. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas trop de sens à tout ça. Il y a eu plusieurs livres, plusieurs scientifiques, sociologues qui ont fait des recherches là-dessus. Et en fait, il en est ressorti que c'est extrêmement complexe pour pas grand-chose. C'est-à-dire que même aux États-Unis, qui est un État fédéral, avec un dispositif administratif bien plus important qu'en France, c'est bien plus simple. Alors, allez savoir pourquoi, je sais pas non plus. Mais bref, c'est de là que viennent nos normes procédurales. En fait, c'est ces fameuses procédures-là qu'on doit respecter quand on doit payer une amende. Les impôts, par exemple, les déclarations, ouais, les trucs qui font pas plaisir, voilà ça. Bon, c'est de là que ça vient. Mais on sait pas trop pourquoi. Alors, il y a autre chose avec cette fameuse administration, c'est que comme elle a un discours technique, elle n'est pas censée avoir un discours politique. Le discours technique, c'est vraiment ce qui est considéré comme apolitique. Donc ça, c'est pas que les politistes, hein. Enfin, les politistes, les gens qui font de la science politique, c'est les politistes. Donc, c'est pas que les politistes qui disent ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment une distinction entre l'administratif et le politique. On va parler de deux pouvoirs différents. Dans ce cas-là, ce sera le pouvoir administratif et le pouvoir politique. Du coup, en théorie, le fameux pouvoir administratif, il ne doit pas avoir de discours politique, puisqu'il a un discours procédural. Il transforme le discours politique en une norme, en fait. En une série de... Un peu comme une to-do list. Voilà, c'est bien ça la to-do list. C'est un peu comme une... c'est un peu foireux. Mais c'est un peu comme une to-do list en fait. C'est des étapes. C'est une liste de choses à faire pour partir d'un point A et arriver à un point B. C'est ce qu'on va appeler le discours technique. Et il y aura des choses à faire et à respecter. Voilà. Bon, c'est ça, en fait. Et du coup, cette fameuse to-do list, elle est pas politique. Il n'y a pas de but, il n'y a pas des idées derrière tout ça. C'est juste dire, il faut faire ça et ça, dans cet ordre. Point. Voilà. En théorie, c'est ça. Mais on a vu que... Alors, il y a notamment un travail qui a été mené par Alexis Spire. Si ça vous intéresse, le titre, c'est « Étranger à la carte », paru en 2005. C'est une thèse, attention, c'est une thèse, c'est un sociologue, donc c'est compliqué à lire, et je vous avoue, je l'ai pas lu. Voilà, je l'ai pas lu. J'ai lu quelques extraits pour mes cours, mais je l'ai pas lu. Parce que c'est conséquent quand même, on va pas se mentir. Mais c'est toujours comme ça, les sociologues. C'est toujours conséquent, c'est toujours complexe, bref, voilà, c'est la sociologie. On a vu du coup, oui, plusieurs fois, dans des travaux scientifiques de sociologues, que c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que l'administration, elle est certes pas censée avoir un discours politique, mais en réalité, ça se confond. Le politique et l'administratif, le pouvoir politique et l'administratif se confondent, ils s'entremêlent, les frontières, elles sont brouillées. Et vous verrez, tout ce dont on va parler dans la science politique, en politique en général et dans la société, plus largement, tout est comme ça. C'est-à-dire que en théorie, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis.
Dans la réalité, c'est vraiment pas tout à fait ça. Donc voilà, alors il faut juste retenir en gros que l'administratif n'est pas censé avoir un discours politique et que le pouvoir politique, du coup, il n'est pas non plus censé avoir un discours procédural. Mais dans les deux cas, ça s'entremêle, c'est pas si facile que ça. Et parfois, oui, effectivement, les hauts fonctionnaires, du coup les administratifs, peuvent avoir un discours politique. Et puis les hommes et les femmes politiques vont aussi avoir des normes à donner et un discours procédural derrière. Voilà, bon. Mais globalement, en théorie, l'administratif n'a pas de discours politique. Point. En théorie. Bon, voilà. Alors, je vais du coup en finir avec ça. Je pense que ça y est, j'en ai suffisamment parlé. C'est redondant à force. Concernant la force armée, alors ça, c'est le président de la République qui décide de l'emploi des forces armées. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui décide à quel moment le pays ou l'État va entrer en guerre. Point. C'est personne d'autre qui décide de ça. Quant au Premier ministre, il va diriger l'ensemble des applications des décisions prises en Conseil de défense et de sécurité nationale. Alors, ça veut dire que pendant ces fameux conseils de défense et de sécurité nationale, il va y avoir des décisions qui vont en ressortir, qui vont être prises, et ça va être au Premier ministre de coordonner tout ça. Parce que c'est, en fait, l'utilisation de cette force armée, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Le Parlement votera aussi des lois concernant l'utilisation de cette fameuse force armée. Et donc, c'est au Premier ministre de mettre tout ça ensemble et puis d'en faire un truc à peu près cohérent pour qu'au final, les militaires qui vont être déployés puissent être déployés avec des moyens. Parce que voilà, c'est le gouvernement qui décide de ça, qui va décider aussi du temps, de la durée du déploiement. Enfin voilà, c'est le gouvernement qui va décider de tout ça et puis le Premier ministre qui va essayer de coordonner la mise en place de tout ça. Alors là, j'avoue, j'ai pas trop d'exemples parce que il y en a pas beaucoup qui ressortent vraiment et qui sont écrits. Il y en a pas beaucoup dans les annales, quoi. C'est pas très très connu et c'est pas très très médiatisé en général. Donc bon, voilà. Vous allez devoir vous contenter de ça et moi aussi malheureusement. Mais j'espère que c'est assez clair en tout cas. Donc voilà, le gouvernement prend des décisions concernant l'utilisation de l'armée. En fait, c'est un outil, encore une fois, de gouvernement. Voilà. C'est un outil pour prendre des décisions. Quand on a une force armée, c'est plus facile de prendre des décisions que quand on n'a pas de force armée. Donc, dans tout ça, ce qui est à retenir, c'est que le gouvernement donne les orientations politiques, du coup, des lois et de la nation, globalement. Par contre, il ne s'agit que d'orientation politique. Donc c'est des idées. Elles sont pas concrètes, ces idées. C'est pas une feuille de papier qu'on va transmettre à quelqu'un pour dire tiens, tu fais ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué à comprendre pour tous ceux et celles qui n'ont pas de formation là-dedans, qui n'ont pas de pied dans la politique, ou qui font pas de la science politique ou de la sociologie, ou qui s'y intéressent tout simplement pas. Et donc le but de ce petit podcast, de ce petit épisode et des autres après, ça va être de mettre en lumière tous ces trucs-là, toutes ces idées, toutes ces choses qui sont pas concrètes et puis de les comprendre et puis de les expliquer aussi parce que on en fait quelque chose d'extrêmement compliqué, la politique. On dit souvent que c'est obscur, que c'est un peu fumeux, que c'est un peu douteux, etc. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de raison pour que ce soit si obscur. Faut pas se mentir. C'est hyper important, c'est ce qui est dans nos vies, c'est ce qui régit la société, donc pourquoi en faire quelque chose de si compliqué? Voilà, je pose ça là. Faites-en ce que vous voulez. Maintenant, sans transition aucune, ça veut dire quoi être membre du gouvernement? Eh ben ça, l'article 23, il le dit. Les fonctions de membres de gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Alors là, clairement, j'ai lu, voilà. Ça, j'ai lu l'article 23, donc ça, vous pouvez le retrouver si vous voulez d'ailleurs, sur le site du gouvernement ou de la Constitution, enfin bref, Légifrance. En clair, les membres du gouvernement n'ont pas le droit d'avoir d'autres mandats.
que ce soit au Parlement, au Sénat, enfin à l'Assemblée nationale, pardon, au Sénat, au gouvernement local, de mairie, région, département, etc., 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 ou toute activité professionnelle dans le privé, et n'ont pas le droit d'être fonctionnaire. Ça, j'espère que vous l'avez compris, que l'activité de fonctionnaire est clairement incompatible avec la fonction politique. Bon, voilà. Y a pas grand chose d'autre à dire. J'ai pas d'exemple de vie ou de journée type d'un membre du gouvernement, malheureusement. J'aurais bien aimé, ça aurait été drôle, mais j'ai pas tout ça. Donc voilà, encore une fois, vous allez devoir vous contenter de ça et moi aussi. Mais je pense que voilà, c'est assez clair, mais il y avait besoin de revenir là-dessus quand même, parce que c'est un peu flou pour certains. Et même pour certains membres du gouvernement d'ailleurs, c'est assez flou là-dessus. Mais ouais, non, on n'a pas le droit d'avoir un autre mandat ailleurs ou d'avoir une autre activité quand on est membre du gouvernement. On est membre du gouvernement. Et c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Alors maintenant, encore une fois, sans transition, je sais pas les faire encore. C'est pas grave, on verra ça plus tard. Maintenant, la localisation du gouvernement. Alors ça, c'est un truc qui m'a fait un peu rire parce que en fait, j'ai regardé sur Google Maps, tout simplement. Si vous voulez voir le truc, vous ouvrez Google Maps, c'est pas très très compliqué. Et puis vous cherchez dans le 7e arrondissement et dans le 8e arrondissement de Paris. Et donc là, vous allez comprendre pourquoi on appelle la capitale d'un pays, pourquoi la capitale politique d'un pays, c'est la capitale, tout simplement. Et parce qu'en fait, tous les organes de décision et tous les membres de toutes les personnes de pouvoir ayant du pouvoir politique qui sont agglomérés au même endroit, littéralement en fait. On retrouve des ministères, des ambassades, des consulats de nations étrangères, des sièges de représentation européenne ou internationale, tout ça ensemble, côte à côte. Genre vraiment, tous ensemble. Ils sont... c'est une réunion, bordel. Voilà, c'est une réunion de bâtiments de prise de pouvoir, de bâtiments de pouvoir, vraiment, c'est un symbole en fait, c'est littéralement un symbole. Alors, je vais pas tous vous les faire, parce que c'est un petit peu long, ce serait un petit peu pénible aussi. Si vous voulez vraiment tout voir et avoir une vue d'ensemble, ouvrez juste Google Maps sur le 7e arrondissement et le 8e arrondissement de Paris, c'est pas trop compliqué, mais voilà. Donc, par exemple, dans le 8e arrondissement, à Paris, on a le Palais de l'Élysée, donc c'est là où il y a Emmanuel Macron, le président de la République. Vous le savez ça, si vous vivez pas dans une grotte, normalement vous le savez. On retrouve en fait, à côté du Palais de l'Élysée, on retrouve l'hôtel de Marigny. Et donc en fait, l'hôtel de Marigny, c'est le lieu d'accueil des dignitaires étrangers. Donc ça, c'est depuis le président Pompidou. Je savais pas, avant de faire mes petites recherches pour cet épisode, mais en fait, oui, voilà. Quand il y a un président ou un chef d'État ou un chef de gouvernement étranger, c'est là où ils vont dormir, c'est là où ils sont accueillis. Genre le truc, c'est un château, et ils sont accueillis dans un château. Et ils vont pas à l'hôtel, hein. Ils vont pas à l'hôtel, hein. Ils sont bien mis. Et donc, à côté de ces fameux, de ces deux palais là, on retrouve, de l'hôtel de Marigny, mais c'est un palais, vraiment, c'est une énorme baraque, le truc. Et donc, à côté de tout ça, on retrouve le ministère de l'Intérieur, l'hôtel de Beauvau. Alors ça, c'est pareil, c'est très symbolique d'avoir mis l'hôtel de Beauvau à côté du palais de l'Élysée. Faites-vous votre propre avis là-dessus, mais moi, je trouve que c'est assez symbolique quand même, et c'est assez ironique. Voilà. Alors, à côté, dans le 7e arrondissement de Paris, toujours, l'hôtel de Matignon, c'est l'hôtel du coup de la première ministre, Elisabeth Borne, est à côté du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, c'est l'hôtel de Villeroy. Alors, c'est tous des hôtels, ça je sais pas pourquoi, mais c'est tous des hôtels, et c'est tous des grosses maisons, hein. Voilà, c'est pas ton appart étudiant de 20 mètres carrés. On va pas se le cacher, c'est des trucs c'est bien énervé, on va dire. C'est bien énervé. Mais du coup, là, le symbole, je sais pas trop où le trouver. Juste que c'est un ministère à côté d'un ministère. Faites-en ce que vous voulez, c'est pareil. Faites-vous votre propre avis sur la question. Là, je donnerai pas là, je donnerai pas de quoi que ce soit. Et enfin, un dernier qui m'a fait assez rigoler aussi. Là, pour le coup, vraiment, c'est... Je sais pas, j'hésite entre l'ironie et l'insolence. Je sais pas trop. Le ministère des Armées, l'hôtel de Brienne, qui est à côté de l'Assemblée nationale. Voilà, je vous laisse avec ça. Faites-en ce que vous voulez. Je pose ça là. Donc, en conclusion, on a vu finalement ce que c'était qu'être membre du gouvernement. On a vu qu'est-ce que c'est que le gouvernement.
j'espère que vous avez compris. Et puis, je suis revenue un peu sur le symbole du pouvoir. Voilà. Le symbole du pouvoir, le symbole de la politique, en fait, finalement, de la prise de décision dans sa globalité. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça vous a appris des choses. Si ça a appris des choses à une ou deux personnes, eh ben écoutez, tant mieux, c'est fait pour. Et puis écoutez, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!